Est-ce que vous avez aimé ce qui s'est passé en Ukraine? Genre la guerre, les gens qui se cachent dans le métro, les bombardements de civils, les immeubles qui allaient s'effondrer, les nazis, les soldats abattus. Et bah du coup vous allez adorer ce qui va se passer par la suite puisqu'une saison 2 est prévue et celle-ci se déroule en Asie. Entre la Chine et les États-Unis, les tensions n'ont cessé d'exploser, au point que les États-Unis ont amené 60% de leur flotte maritime en mer de Chine, multipliant avec leurs potes les opérations militaires même pendant la guerre en Ukraine. Ce bordel risque de se cristalliser à Taïwan, territoire sous influence états-unienne, armé par elle mais revendiqué par la Chine. Le régime chinois prévient. Toute volonté d'ingérence ou d'indépendance de Taïwan recevra une réaction militaire immédiate avant de rajouter « Nous sommes prêts à répondre militairement ». Et ça ressemble quand même vachement à un truc qui s'est passé en Ukraine, ça. Sauf que là, ça concerne les deux plus grandes puissances mondiales qui vont s'affronter directement, armée contre armée. Ça risque d'être sympa. Mais vu qu'on est contre les guerres, ouais, on est comme ça au canard, on a tenté de comprendre comment on en est arrivé là, on a trouvé des trucs sympas et on vous explique tout. Et comme d'habitude, on va commencer avec un petit peu d'histoire. Ah, la backstory. Bah quoi? Et pour comprendre comment ces deux pays en sont venus à s'affronter, il faut comprendre comment ces deux puissances sont nées. Et on va commencer par nos amis états-uniens. Et je dis bien États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont les seuls à avoir des usines intactes et de nombreux ouvriers compétents, quand l'Eurasie a été ravagée par la guerre. Au point où l'économie états-unienne représentait en 1945 50% de la production mondiale. En plus de ça, leur armée dominait toutes les autres. 12 millions de soldats, 1000 navires de guerre, 41 000 avions et des bombes atomiques. Ils mettent leurs bases militaires partout et font 1 milliard d'alliances. Les États-Unis s'installent donc tranquillement dans le fauteuil de la grande superpuissance mondiale. Bon, à côté, t'as l'URSS, mais clairement, son fauteuil est plus petit. Et que fait une superpuissance lorsqu'elle atteint les sommets? Bah, la seule chose qui lui reste à faire, c'est-à-dire se conserver. Et pour ça, elle utilise un outil incroyable qu'on va développer tout le long de la vidéo qui s'appelle l'impérialisme. L'impérialisme, c'est quand les grosses entreprises d'un pays ont conquis tous les marchés nationaux et s'arrangent ensuite avec leur État pour pouvoir s'imposer à d'autres pays plus faibles. Que ce soit par des accords, des pots de vin, du chantage économique, des coups d'État ou des opérations militaires. Ces entreprises nationales deviennent alors des trusts internationaux, utilisant l'impérialisme pour se développer encore et encore, jusqu'à rencontrer une résistance, celle d'un pays souverain ou d'un autre trust international. Et là, c'est la baston des impérialismes qui décide qui va acquérir ce nouveau marché. Cet impérialisme états-unien est constitué dès le départ des trois mêmes lobbies qui vont construire toute sa politique internationale pendant des décennies. Le lobby du pétrole qui veut contrôler tous les puits de la planète. Le lobby de l'armement qui veut des guerres permanentes. Le lobby de la finance, celui du modèle capitaliste qui cherche à libéraliser tous les secteurs et tous les pays. Cet impérialisme est avant tout oligarchique, c'est-à-dire qu'il sert les intérêts des 1%, des grands industriels, des gens en costard-cravate. Et du coup, eux, ils ont toujours besoin de plus de profit, et du coup, ils ont toujours besoin de plus de puissance, jusqu'à corrompre l'État et ne faire plus qu'un avec l'État. Pour te dire le délire du truc, c'est que dans certains pays, t'as même des banquiers qui deviennent présidents. Je te jure, hein. Mais c'est pas tout. L'impérialisme permet aussi de renforcer l'État. La vente d'armes permet de moderniser en permanence l'armée, de renforcer les alliés stratégiques et donc la capacité de l'État états-unien à s'imposer à l'échelle internationale. Le quasi-monopole sur le pétrole lui donne une puissance diplomatique inégalable et le monopole financier permet, lui, d'imposer des sanctions économiques pouvant aller jusqu'à l'embargo pour contraindre à libéraliser. Donc les États-Unis, par tous ces moyens, essayent d'imposer ces grandes entreprises à l'étranger. En faisant ça, ces grandes entreprises se renforcent et l'État se renforce lui-même, ce qui lui permet d'être encore plus ambitieux dans son impérialisme et conquérir de nouveaux marchés pour ces entreprises. En fait, tu le comprends, c'est un cercle vertueux qui fait que de plus en plus, l'impérialisme devient puissant et s'impose partout. Ce qui multiplie donc forcément les chantages, les coups d'État et les guerres. L'objectif est simple. Pour augmenter sa puissance, les États-Unis doivent s'accaparer le pétrole et libéraliser au maximum les économies des pays étrangers pour imposer ses entreprises et son modèle économique, lui assurant profit et rendant dépendants, donc obéissant, ces pays. Prenons un exemple. Le 4 novembre 1970, le socialiste
socialiste Salvador Allende est élu au Chili. Ses premières actions ? Nationaliser les banques, les mines de cuivre, les entreprises de télécom et redistribuer les terres agricoles. Et en quoi ça concerne les États-Unis, ça ? De un, certaines entreprises qui ont été nationalisées sont en fait des entreprises états-uniennes, donc ça jacte un peu à la Maison-Blanche. Deux, plus globalement, un pays socialiste ne laisse pas beaucoup de place aux entreprises étrangères pour se faire du fric, c'est la nature même du socialisme. Et ça, forcément, ça plaît pas aux entreprises états-uniennes. 3. Le succès d'un pays socialiste qui s'est imposé par les urnes, ça donnerait beaucoup d'idées à des pays voisins et ça lancerait du coup peut-être une autre vague de socialisme. Et ça, c'est impardonnable parce qu'en plus de perdre le marché chilien, ils pourraient perdre d'autres marchés dans d'autres pays colonisés. Et donc pour toutes ces raisons, à court, moyen et long terme, la révolution chilienne ne plaît pas du tout aux entreprises états-uniennes. Alors, le 11 septembre 1973, la CIA organise avec le général Pinochet un coup d'État militaire, bombarde le palais présidentiel, assassine le président, réprime tous les opposants et impose une dictature forte couplée à un système économique inventé aux États-Unis, le néolibéralisme. Et d'un seul coup, par la magie de l'impérialisme, un pays qui était pourtant sur la voie de la socialisation est privatisé, racheté par les entreprises états-uniennes qui reprennent la main sur l'économie chilienne. La violente répression va servir d'exemple à tous les socialistes du coin qui vont un peu hésiter à montrer leur face pour faire la révolution dans d'autres pays. Bref, l'État et les entreprises états-uniennes se retrouvent renforcés, l'impérialisme a fonctionné. Sauf que des fois, les coups d'État ça marche pas. Et du coup, il faut passer par une autre solution qu'on appelle l'impérialisme économique. Comme avec Cuba, devenu socialiste en 1959 et qui reste debout malgré tous les complots organisés par la CIA. Alors, la solution pour les États-Unis, décidée dès le début et renforcée ensuite, consistait à organiser un blocus de l'île. D'abord physique, puis économique, quand les États-Unis ont annoncé ne plus commercer avec aucune entreprise nationale ou étrangère qui bosserait avec les Cubains. Ce qui fait que les entreprises du monde entier doivent faire un choix, soit commercer avec un marché de 300 millions d'États-Uniens riches, ou alors avec 11 millions de Cubains pauvres. Et le calcul est vite fait. Cuba se retrouve de fait, même s'il n'y a pas des navires de guerre autour de son île, mais elle se retrouve de fait dans une position de blocus où il est quasiment impossible d'avoir des échanges extérieurs. Et à chaque fois que des entreprises acceptent de marchander avec elles, faut qu'elles payent le prix. L'objectif annoncé des États-Unis est très simple, provoquer une crise économique permanente pour faire en sorte d'affaiblir le régime, qu'il y ait une révolution et qu'ils puissent imposer leur libéralisme partout. D'ailleurs, l'impérialisme économique états-unien est toujours en cours à Cuba ou au Venezuela, mais aussi en Europe avec l'affaire du Nord Stream 2, où les mêmes menaces ont été faites aux entreprises allemandes qui ont construit le gazéoduc, ou en France avec l'affaire Alstom, ou encore avec la Société Générale qui a dû céder au chantage suite à leur commerce avec l'Iran. Et ce genre de chantage économique, de coups d'État, de complots, d'interventions militaires, les États-Unis n'ont cessé de le faire dans leur histoire des pays d'Amérique latine. D'où le fait que tu en as beaucoup d'entre eux, des pays sud-américains, qui aiment pas trop les États-Unis, quoi. C'est historique. Après, tu as beaucoup de pays africains aussi qui sont dans ce cas-là. Et beaucoup de pays asiatiques. Beaucoup de pays, en fait. Sauf que des fois, l'impérialisme économique, ça ne marche pas. Et là, il n'y a pas d'autre solution, c'est l'impérialisme militaire qui est envoyé sur le terrain. Et là, c'est l'embarras du choix. L'invasion éclair du Panama ou de l'Irak, le bombardement de la Libye, de la Syrie, de la Yougoslavie, le soutien militaire à la guerre de Corée, du Nicaragua au Salvador ou bien la guerre totale au Vietnam. Pour rendre légitimes ces guerres, tous les moyens sont bons. Ils mentent, comme avec les fausses armes chimiques irakiennes ou le témoignage bidon d'une jeune fille assurant que le régime irakien avait sacrifié des bébés pour sa propagande. Après les guerres, évidemment, le lobby de l'armement, il adore ça, parce que ça permet en réalité de justifier que des milliards de subventions lui soient accordées. Et en plus de ça, t'as les copains dans les médias là, qui balancent toute la propagande qu'il faut pour transformer une guerre qui était faite pour le pétrole et le pognon en une guerre qui est juste nécessaire pour la démocratie et la liberté. C'est magique, hein? Et c'est là où tu te rends compte que l'impérialisme, c'est pas juste 2-3 petites personnes qui décident de tout, c'est tout un système qui est bien organisé. Sauf que parfois, tout ne se passe pas comme prévu, comme au Vietnam avec une défaite cinglante, des millions de morts, des photos iconiques et un mouvement anti-guerre qui déstabilise toute la machine impérialiste. Alors, la guerre, c'est très bien, les États-Unis ont constamment été en guerre dans leur histoire, sauf que la plupart du temps, il faut essayer de trouver quand même des moyens un peu plus subtils. Et quoi de mieux
pour ça que de faire des lois que tout le monde respecterait de manière docile sans se poser de questions. Et c'est ce que vont faire les États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils vont écrire leur droit international. Puis ils sont malins, ils ont créé tout un tas d'institutions internationales comme l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale, dont les sièges sociaux sont chez eux et qu'ils influencent très largement. Mais pas de panique, ils ont un rôle officiel très très noble, celui de réguler l'économie. Ok, très bien, réguler l'économie, on est d'accord, c'est important. Mais dans quel sens ça va cette régulation? Est-ce que c'est vers une socialisation de l'économie, vers un partage équitable des richesses? Pas vraiment. En fait, le FMI conditionne tous ses prêts à des réformes structurantes, c'est-à-dire des privatisations et ouvrir le marché aux investisseurs étrangers, c'est-à-dire du coup vendre le pays au plus offrant, c'est-à-dire en fait vendre le pays aux États-Unis. Donc ça veut dire que les gars, ils arrivent par le droit international au même résultat que ce qu'ils imposaient par la guerre et le complot. Malin, hein? Et c'est là en réalité la forme d'impérialisme la plus aboutie qui soit. C'est-à-dire qu'un État, une superpuissance, impose un droit international aux autres pays et ce droit-là protège ses intérêts quoi qu'il arrive. Des lois internationales qu'ils ne respectent bien évidemment pas et c'est là où un impérialisme devient un empire. C'est une grave erreur pour nous d'accorder quelque validité au droit international, même s'il peut sembler dans notre intérêt à court terme de le faire, parce que à long terme, l'objectif de ceux qui pensent que le droit international signifie vraiment quelque chose sont ceux qui veulent entraver l'action des USA. Sans oublier l'impérialisme idéologique qui tente d'imposer partout la vision capitaliste des États-Unis et propage sa propagande de guerre. Cela évidemment dans les médias, via des organisations de pression financées par les États-Unis, mais aussi des trucs plus surprenants comme le sport international, qui n'est qu'un relais de plus de la propagande états-unienne comme le montre l'affaire de l'Ukraine. Sans parler bien sûr de la culture populaire, histoire que naturellement on soutienne les États-Unis. Après, c'est pas une question de complot en mode tout le monde est corrompu directement avec des petits billets sur la valise, même si c'est le cas pour de très nombreuses personnes, il n'y a pas que ça. C'est surtout un travail idéologique qui est effectué à travers les médias pour essayer de nous répéter encore et encore les mêmes valeurs, les mêmes réflexes, les mêmes trucs, qui fait que, au final, instinctivement, on ne va pas condamner ou s'émouvoir d'un crime de guerre états-unien et qu'on va beaucoup plus le faire face à un ennemi des États-Unis. On est beaucoup plus affecté par la guerre en Ukraine que par la guerre au Yémen. On a beaucoup plus tendance à condamner Poutine qu'à condamner Macron alors qu'ils sont tous les deux responsables de guerre. C'est juste que, instinctivement, par l'idéologie, nous avons les émotions de nos alliances militaires. Bref, que ce soit économiquement par le chantage, ou alors politiquement par le complot, ou alors militairement par la guerre, ou même mieux, légalement à travers le droit international qui protège ses intérêts, les États-Unis n'ont eu de cesse pendant ces dernières décennies d'imposer leur volonté au monde. Après, évidemment, ils n'étaient pas tout seuls là-dedans pendant ce temps-là, parce que tu avais l'URSS qui est dans le style impérialisme pas mal dans son genre. D'ailleurs, c'est marrant de noter, c'est même super important de noter, qu'un impérialisme est d'autant plus puissant, vivace, fait preuve d'initiative quand il est en face d'un autre impérialisme concurrent. Et c'est pas compliqué à comprendre. Car l'impérialisme états-unien cherche constamment à se justifier et à trouver des excuses pour ses guerres. Et quoi de mieux pour cela que de diaboliser l'URSS et d'agiter la peur du drapeau rouge. Et inversement, l'URSS justifie à son impérialisme par le danger et les horreurs commises par le capitalisme états-unien. Quant à la guerre, elle enrichit à chaque fois les oligarchies des deux impérialismes. La concurrence quant à l'influence internationale oblige d'investir plus dans l'armée, dans les renseignements, dans les services secrets, renforçant encore et encore l'État dans son contrôle de l'extérieur, mais aussi sur sa propre population via l'espionnage par exemple. Bref, il faut retenir ça, les impérialismes fonctionnent de pair et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui. Sauf que, spoiler, en 91 l'URSS s'effondre. Ce qui fait que les États-Unis, en phase 2, ils n'ont plus rien, quoi. Bon, il y a 2-3 petits complots ici et là qui s'organisent, des attentats dans des ambassades, mais globalement, ils se retrouvent tout seuls, quoi. Ils ont juste gagné la partie de civilisation. C'est donc le début de l'âge d'or des États-Unis, le triomphe du monde libre, qui s'écroulera 10 ans plus tard. Les attentats du 11 septembre mobilisèrent tous les oligarques états-uniens qui entreprirent ce qu'ils savaient faire de mieux, la guerre. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Le spectre du communisme fut remplacé par la lutte contre le terrorisme. Ils attaquèrent d'abord l'Afghanistan en 2001 et ensuite l'Irak en 2003. Des conflits qui ont généré des centaines de milliers de morts, des bombardements au phosphore blanc, des assassinats, des bombardements massifs de civils, la destruction d'infrastructures essentielles et un légitime sentiment anti-états-unien en Orient qui fut récupéré par les pires groupes religieux extrémistes qui ont mené une constante insurrection contre la présence états-unienne. Ces deux guerres étant largement documenté par Wikileaks via des fuites de documents secrets défense. Wikileaks, dont le créateur Assange, est torturé illégalement par les États-Unis depuis plus de 10 ans. Le pétrole irakien fut récupéré et surexploité par des entreprises états-uniennes, ce qui fut la principale raison de ce conflit. En Afghanistan, la guerre a duré 20 ans et coûté 1000 milliards de dollars qui furent investis d'une façon ou d'une autre dans les grandes entreprises états-uniennes de construction de pétrole ou d'armement. Les crimes contre l'humanité menés par les États-Unis renforcèrent le discours et l'autorité des groupes islamiques armés. Les talibans en Afghanistan opposèrent une résistance permanente. Et en Irak, l'effondrement de Saddam lança une série d'insurrections qui ne fut jamais domptée. Et l'apparition de Daesh, quant à elle, en 2014, rallongea encore la guerre. L'état-major états-unien l'avoue lui-même. Ces guerres empêchent les États-Unis de se développer parce qu'elles leur coûtent en réalité trop cher. Et en plus de ça, ils multiplient les défaites militaires et technologiques, sans compter tous les autres problèmes qui naissent à l'intérieur même des États-Unis. Le conflit produisit de nombreux mouvements anti-guerre et enraya la machine impérialiste. L'obsession de la guerre développa les inégalités aggravées par la crise financière de 2008 qui multiplia les mouvements sociaux à l'intérieur même de l'Empire, allant jusqu'à même renforcer les socialistes. Sans parler des trucs chelous comme QAnon et la non-reconnaissance des élections par le camp opposé, ce qui montre un certain effondrement de la politique du pays. Ce qui fait des États-Unis un empire déclinant. Et pendant que les ricains torturaient des gens dans le désert, deux superpuissances se sont construites jusqu'à les défier, jusqu'à annexer la Crimée au mépris du droit états-unien. Un autre impérialisme montant venant à menacer le vieil impérialisme états-unien, comme à l'époque de la Première Guerre mondiale où le vieux capitalisme européen déclinait en faveur du néolibéralisme états-unien. Amis réfractaires, il est temps de parler de la Russie. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie avait perdu un gros bout de son territoire et s'enfonça dans une grosse crise économique. Chômage, inflation, pauvreté, grande mortalité, défaut de paiement. Tout était au rouge, au point où il fallut mendier l'aide du FMI pour étalonner la dette dans le temps. En 1999, tu as Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir et qui va remettre les points sur les i. Les i de l'impérialisme. Abonnez-vous. Et pour ça, il va se servir de l'État pour orienter l'économie. Première étape, utiliser ses ressources naturelles pour renforcer ses grosses entreprises nationales comme Gazprom. Soutenir l'industrie lourde pour être autonome, renforcer le pouvoir de l'État via la police et la surveillance de masse, et sécuriser le pays par le développement d'une défense de pointe. Bref, il planifie une puissance nationale au long terme, ce qui est pratique quand tu restes au pouvoir pendant 21 ans et que tu es toujours au pouvoir. Ça aide à voir loin, quoi. Et le résultat est là, 6% puis 3% de croissance du PIB par an, depuis 1999. Un renforcement des inégalités, oui, mais qui mène à la création d'une bourgeoisie qui attire les investisseurs et entreprises étrangères. La Russie devient en 2013 la 8e nation au classement du PIB. Le tout soutenu par les oligarchies européennes et même états-uniennes, pensant trouver là un pays gazier qu'ils pourraient exploiter pour générer un beau petit profit. Un État fort, un autoritarisme et un nationalisme dont le récit est nourri par le retour à l'international de la Russie à travers le mythe de la Grande Russie. Un récit donc qui s'appuie sur la force militaire de la Russie et là, il faut être subtil. La Russie est une puissance montante qui arrivait à s'installer sur le marché européen au désespoir des États-Unis comme le montre l'affaire du NS2. L'empire déclinant prend donc les initiatives pour forcer la Russie à quitter le jeu simplement diplomatique et économique pour la mettre dans le terrain de prédilection de l'empire. C'est ce qui s'est passé en Géorgie, un pays très divisé culturellement et bazardé par quelques expériences états-uniennes. En avril 2008, Bush annonce qu'il souhaite l'intégration de ce pays à l'OTAN. Seule la France et surtout l'Allemagne à l'époque ouverte sur la Russie s'y sont opposés. Une opposition, mais pas un refus pour autant. L'OTAN a tout de même confirmé la future intégration du pays frontalier de la Russie et a reporté la décision en décembre de cette année. La Russie avait alors averti que tout processus d'intégration à l'OTAN serait une erreur sérieuse qui aurait de graves conséquences. En août de la même année, les régions russophones séparatistes de Géorgie entrent dans un conflit bordélique avec l'armée géorgienne.
Et la Russie est intervenue militairement pour empêcher la Géorgie de rejoindre l'OTAN, puis elle a déclaré puis investi 2 républiques russophones indépendantes de la Géorgie qui représentent 20% du territoire. Ça me rappelle un truc quand même. Pour les Russes, ces opérations, elles permettent de garder bien au chaud les ex-pays soviétiques sous leur influence et d'empêcher aux États-Unis de s'étendre et surtout de mettre à l'épreuve l'armée russe pour la rendre plus puissante et apte à mener de plus grandes guerres. Ils peuvent aussi essayer de nouveaux éléments de langage pour parler d'une guerre, ceux du génocide, utilisés n'importe comment et à foison. Ça justifie notamment d'augmenter ses dépenses militaires et donc de doper toute l'économie en passant. Ça ruine les relations qu'elle avait avec les pays qui subissent ces guerres, oui, mais elle renforce sa présence avec ses républiques et envoie un message très clair, la Russie a et aura toujours le dernier mot. Côté États-Unis, ça leur a permis de créer des liens militaires avec les pays victimes, même sans adhésion à l'OTAN. L'intervention directe de l'armée russe peut les enliser dans un conflit d'autant plus que les États-Unis ne font que de vendre des armes au final, au plaisir de ces lobbies. Et c'est le même scénario qui s'est répété en 2014 en Ukraine cette fois. Cet événement, précipité côté États-Unis comme on l'a déjà vu, a produit les premières sanctions contre la Russie et libéré le marché européen aux entreprises états-uniennes. Par contre, ça prouve aussi la force militaire de la Russie qui va se remobiliser un an plus tard pour la Syrie, lorsque le coup d'État contre Bachar al-Assad par les Occidentaux sera contré par le soutien russe au régime. Les États-Unis pensaient enliser la Russie dans un conflit sans fin comme ils l'avaient fait avec l'URSS quand ils sont allés en Afghanistan. Sauf que, non, c'est pas ce qui s'est passé. La Russie a investi massivement dans son industrie et dans son armée, ce qui lui a permis à terme de s'entraîner et d'avoir la seconde armée la plus puissante au monde, ce qui fait d'elle officiellement une vraie nation impérialiste. Super. Une armée qui a appris des meilleurs, comme les États-Unis avec Blackwater. Les Russes utilisent des mercenaires, comme la compagnie Wagner, liée au réseau néo-nazi qui chope des contrats de défense étatique dans les ex-colonies françaises. Alors oui, des nazis qui travaillent pour des Russes au service d'États africains, c'est la... Je sais pas vous dire. L'impérialisme russe s'installe donc en Afrique à travers ses armes et ses services de défense, ce qui bien évidemment renforce son influence et qui réduit aussi en même temps l'influence des pays occidentaux. C'est là où tu te rends compte que les impérialismes, ils ne font que se partager des parts de marché en permanence. Mais évidemment, comme les autres, l'impérialisme russe n'est pas seulement que militaire. Comme annoncé dès le premier sommet Russie-Afrique, les investissements russes dans le continent vont encore augmenter, au point de concurrencer les investissements européens et états-uniens dans la région et lui assurant un soutien de l'ONU. Et c'est pas étonnant, vu que beaucoup de pays africains commencent à avoir des doutes sur les pays occidentaux qui ont tendance à assassiner tous les dirigeants qui essaient de prendre un peu d'indépendance. Et ils sont malins, parce que les Russes, du coup, ils profitent aussi du blocus des États-Unis contre l'Iran et contre le Venezuela pour commercer avec eux et les sortir de la merde, se faisant ainsi d'eux de précieux alliés. Mais il n'y a pas que ça. En 2015, la Russie crée l'Union économique eurasiatique, l'UEEA, une organisation de libre-échange venue renforcer les accords déjà existants avec des pays d'Asie centrale. Le libre-échange qui, comme avec les États-Unis, permet là à la Russie d'installer ses trusts internationaux dans tous les pays en stand qui traînent dans le coin. Ce qui permet à ces entreprises d'augmenter leurs profits, mais surtout d'avoir accès aux matières premières indispensables. Et en échange, la Russie soutient ces régimes jusqu'à envoyer son armée comme au Kazakhstan lorsqu'il y a eu des émeutes de la faim. Une union qui se combine à d'autres organisations militaires et économiques avec une dizaine de pays, comprenant la Chine et l'Iran. La prétention affichée par Poutine est de créer une union politique avec un gouvernement, une armée et une devise unique. Une union qui devrait regrouper toute l'Eurasie, de l'Ukraine à la Chine. Et comment est-ce qu'on reconnaît la montée en puissance d'un impérialisme concurrent ? Réponse en regardant la réaction de ses adversaires. Cela ne portera pas le nom du RSS, cela portera le nom d'union douanière, d'union économique eurasiatique. Mais ne nous y trompons pas, nous en connaissons les buts et nous essayons de trouver le meilleur moyen de le ralentir ou d'empêcher son établissement. Une alliance économique qui regroupe la Chine, l'Iran et la Russie, 3 superpuissances économiques, diplomatiques et militaires, toutes les 3 mises au rebut de la scène internationale par les États-Unis et qui ne comptent plus se laisser faire ni se laisser marcher sur la tête. Et encore, on n'a pas parlé du plus gros. Là encore, l'impérialisme chinois commence par la construction d'une nation économique forte. Les grandes industries sont nationalisées et leur développement planifié.
Comme en Russie, elle est intégrée dans le grand marché mondial pour accueillir les usines du monde et combler les petits caprices de l'Occident qui se moque volontiers de la Chine, qui apparemment ne sait que faire des copies bas de gamme de ce que le grand Occident produit. Évidemment, l'impérialisme états-unien voulait maximiser ses profits, du coup ils ont tout délocalisé en Chine pour profiter de l'esclavage. Sauf que la Chine, là-dessus, elle a été maligne. Elle a rapidement conditionné les investissements étrangers à des transferts technologiques, ce qui a vite comblé son retard. Elle possède maintenant une des industries les plus modernes, couplée à une main-d'œuvre ultra rentable. Une industrie qui produit 50% de son PIB. Elle investit de plus en plus dans la recherche via le projet Made in China 2025 pour devenir plus autonome des technologies étrangères dans tous les domaines industriels stratégiques. Passer d'esclave de l'Occident à pays souverain qui a la seconde et bientôt première économie mondiale, la Chine peut maintenant se concentrer sur le développement à l'international. C'est ce qu'on appelle construire son impérialisme et la Chine ne fait pas les choses à moitié. Déjà, en créant ses propres institutions internationales comme la Banque d'investissement asiatique, différents partenariats économiques ou encore l'OCS, une grande alliance économique asiatique basée à Pékin qui organise et harmonise le commerce entre ces différents pays. Toute une nouvelle administration internationale au service et aux intérêts de la Chine qui regroupe énormément de pays puissants qui a fait dire à Obama ces quelques mots. La Chine veut écrire les règles pour la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide. Pourquoi la laisserait-on faire ? Nous devrions écrire ces règles. Écrire les règles économiques qui leur seront profitables, tel est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aboutissement de tout impérialisme et le véritable enjeu de la conflictualité entre les Chinois et les États-Unis. Mais pour imposer son droit international, il faut convaincre d'autres nations. Ah oui, c'est sûr. Et la Chine, pour ça, elle a un sacré argument, le fait qu'elle a accumulé 3820 milliards de dollars issus de décennies d'exploitation et d'exportation vers les pays occidentaux. Avec ce pognon, la Chine investit depuis plus de 20 ans partout, ce qui s'accélère avec la nouvelle route de la soie, le plus grand projet industriel de l'histoire, où 1000 milliards de dollars seront investis par la Chine dans 68 pays différents, regroupant 40% du PIB mondial. Mais ça, c'est pas de la charité. Des investissements pour construire dans tous ces pays des usines et des infrastructures dont elle sera la propriétaire, avec laquelle elle va pouvoir exploiter les ressources naturelles de ces pays, multipliant les profits de ces trusts, et en prime de développer ces pays suffisamment pour qu'ils puissent acheter la marchandise produite par la Chine pour moins dépendre des pays occidentaux. Et ouais, pendant que d'autres essaient de conquérir des marchés, la Chine, elle crée ses propres marchés. Et évidemment, faut-il le préciser, avec tous ces investissements, etc., t'as une ribambelle d'accords économiques, diplomatiques et militaires qui se font avec ces pays, renforçant encore plus l'impérialisme chinois. Avec ça, la Chine va pouvoir s'étendre dans énormément de pays, mettre ses usines partout et contrôler au millimètre près sa production par rapport à ses besoins. Ce projet, il a aussi pour but de construire des routes commerciales sur la Terre, afin d'éviter la mer où les États-Unis sont menaçants. Ces États-Unis qui ont le premier territoire maritime du monde et dont la force militaire en mer équivaut aux 6 autres plus grandes puissantes flottes du monde. En fait, la nouvelle route de la soie permet à l'impérialisme chinois de s'étendre au-delà de ses frontières et de devenir indépendante en tout point des États-Unis. Et en face de ça, tu as le FMI qui refuse de prêter si elle n'est pas sûre d'être remboursée, qui conditionne ça à des mesures structurantes qui détruisent les oligarchies et les États, et qui en plus de ça n'offre rien d'autre que du pognon. Alors que la Chine, elle, s'en fout totalement si elle n'est même pas remboursée, puisqu'elle vit déjà avec les intérêts et qu'au pire, elle récupère des infrastructures, et en plus de ça, elle offre ses usines, ses techniques et parfois même sa main-d'œuvre. Après, là, vous avez l'air convaincu de signer ces trucs-là, mais en réalité, je vais pas vous le cacher, c'est pas très écolo, quoi. C'est pas vegan friendly et c'est encore moins social. Le Diplo prend exemple de la Gambie, petit état enclavé dans le Sénégal qu'une corruption étatique a offert à la Chine. Nos impérialistes ont installé des usines pour transformer le bonga, un poisson abondant qui nourrissait la région, en farine animale exportée ensuite pour l'aquaculture occidentale. Les entreprises chinoises embauchent illégalement des Sénégalais pour surexploiter ces poissons jusqu'à l'épuisement. L'usine, quant à elle très automatisée, embauche peu et dans des conditions horribles pour finalement déverser ses déchets toxiques dans la mer et les réserves naturelles, détruisant la seule attractivité touristique du coin, sans parler de l'odeur de poissons pourris permanente. Résultat, un désastre écologique et économique qui appauvrit et affame encore plus la population. Ces accords ne font que précipiter les populations pauvres dans le pire de la mondialisation en leur offrant le pire des rôles. D'où le fait que c'est important de parler de l'impérialisme militaire parce qu'il est très spectaculaire, mais l'impérialisme économique fait parfois autant de morts, mais c'est juste que c'est plus discret.
Et pourtant, ça fait des dégâts. C'est en ça que c'est de l'impérialisme, parce que ça sert les intérêts de l'oligarchie, mais pas du tout celui du peuple. Ce qui n'empêche pas la Chine d'être le premier partenaire commercial de la quasi-totalité des pays africains. Et ce dont on parle là arrive aussi en Amérique latine et en Asie, avec les mêmes méthodes. Avec ce jeu diplomatique et économique, la Chine est juste en train d'emmener avec elle 70 nations souveraines, riches en matières premières, en manœuvre, capables de faire de la Chine une véritable puissance industrielle inégalable, qui donnera tout le crédit dont elle a besoin pour ses institutions internationales alternatives et qui va la rendre indépendante de l'Occident. Et entre ça et l'Union économique eurasiatique, ça commence à faire mal, hein. Et tu sais quoi ? Et ouais mon gars. La nouvelle route de la soie et l'Union économique eurasiatique ont signé des accords pour une coordination commune. Ça permet d'assurer pour la Chine de nombreuses routes commerciales et pour la Russie de profiter des investissements chinois. C'est donc le partenariat économique extrêmement puissant qui regroupe la quasi-totalité des pays africains, asiatiques et sud-américains sous l'influence chinoise. Et l'objectif de cette alliance russo-chinoise, c'est de leur assurer une force diplomatique, économique et militaire, pour ainsi leur assurer leur indépendance face aux États-Unis. De concurrents naturels en Asie et en Afrique qui deviennent donc, par la force des choses, des alliés de circonstance. Dans le silence absolu de nos médias, de nos politiques et de nos experts, vient de naître la plus puissante union économique et politique du monde, un impérialisme alternatif assez solide pour aujourd'hui défier l'aigle états-unien. Et les États-Unis, face à ça, étonnamment, ils laissent faire quoi. Non, je déconne, la guerre putain. La réponse états-unienne est simple, l'adoption d'une nouvelle doctrine de politique internationale nommée le pivot asiatique qui se résume en 3 points. L'abandon du front oriental inutile pour réinvestir dans la modernisation de l'armée, le renforcement des alliances vis-à-vis de l'OTAN, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud pour reconstituer un bloc diplomatique et militaire, puis au final déstabiliser au maximum les puissances montantes asiatiques que sont devenues la Russie et la Chine. Le pivot asiatique, il a été annoncé au début en 2011, mais il n'a jamais vraiment été appliqué jusqu'en 2018 où l'état-major l'établit comme doctrine. Et en 2021, Biden annonce officiellement que le pivot asiatique fait partie de la stratégie états-unienne. Et son application a été rapide avec, dès fin 2021, le départ états-unien chaotique de l'Afghanistan, incapable d'organiser le rapatriement des civils, laissant l'Afghanistan aux mains des talibans et au bord d'une grosse crise humanitaire. Ça reste l'une des plus grandes défaites militaires états-uniennes, mais leur départ permet de libérer le front oriental. Et maintenant, il faut s'occuper des alliances militaires. Pour l'Australie, ce sera fait avec le renforcement du groupe des 5, la plus grande organisation informelle d'espionnage qui rassemble le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une puissance de frappe révélée par Snowden qui ont accès aux principaux satellites et câbles de communication et qui collabore avec tous les géants états-uniens. Utilisée à l'origine pour espionner l'URSS, elle a été utilisée pour l'espionnage industriel avant de s'orienter depuis plusieurs années vers la Chine. Le plus grand réseau d'espionnage de l'histoire devient peu à peu un réseau diplomatique qui donne des injonctions à la Chine du genre organiser des élections à Hong Kong, libérer les opposants politiques financés par les États-Unis ou alors empêcher l'établissement d'antennes 5G de Huawei. Et heureusement, les Chinois ils sont gentils dans cette affaire et ils laissent passer. Pas vraiment. Peu importe qu'ils aient 5 ou 10 yeux, s'ils osent s'attaquer à la souveraineté, à la sécurité et au développement de la Chine, qu'ils fassent attention, car ils pourraient bien voir leurs yeux être crevés et devenir aveugles. C'est ce qu'on appelle une belle ambiance. Récemment, cette coopération s'est transformée en alliance militaire. l'AUKUS, organisée autour de la vente de sous-marins nucléaires à l'Australie pour renforcer la présence militaire des États-Unis et de ses alliés en mer de Chine. Pour le Japon, c'est Trump qui s'en est chargé avec l'OTAN asiatique nommé le Quad, qui regroupe les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde qui est remobilisée depuis 2018. Côté Europe, l'alliance à renforcer pour les États-Unis, c'est évidemment l'OTAN et ça va se faire sur les dos des Ukrainiens. Et là, la situation, elle est assez simple. La Russie, elle ne laissera pas l'Ukraine rejoindre l'OTAN, être occupée par les États-Unis et donc totalement sous leur influence, ce qui empêchera toute intervention politique ou militaire. En plus de perdre le contrôle d'une région immensément riche, elle perd un pays tampon qui permet de minimiser les pressions militaires des États-Unis. Une situation qui donne toutes ses chances aux États-Unis de comploter, d'influencer un maximum pour que l'Ukraine déclare rejoindre l'OTAN, notamment en lui offrant d'énormes subventions. Et résultat prévisible, la Russie reprend militairement le contrôle du pays avant qu'il soit investi par l'armée états-unienne.
Une guerre que l'Ukraine ne peut pas gagner, où elle n'a rien à gagner, mais qui permet enfin aux États-Unis de pouvoir justifier un embargo diplomatique et économique contre la Russie. Un beau bordel qui va accomplir quelques miracles pour la diplomatie et les intérêts états-uniens. La magie impérialiste opère, tout augmente. Budget militaire, base militaire, missiles, présence états-unienne, vente d'armes et des contrats pour les marchands de canons, bien sûr. L'Allemagne débloque 100 milliards pour son armée, dont une partie ira aux entreprises états-uniennes de l'armement. L'Union européenne amorce la création d'une armée européenne et se met à faire du trafic d'armes. Les pays ambigus sont forcés de s'aligner, comme l'Allemagne qui renonce au Nord Stream 2, ce gazéoduc géant qui la relie à la Russie que les États-Unis voulaient abattre. Les États-Unis poussent à un embargo contre le gaz russe, tout en renforçant chez lui les infrastructures gazières pour renvoyer un maximum de son gaz de schiste liquéfié. Depuis la guerre, ils sont le premier exportateur de gaz liquéfié en Europe. Engie en France signe des contrats avec les entreprises de gaz états-uniennes quand l'Allemagne se lance dans la construction de coûteuses infrastructures de gaz liquéfié et signe un accord avec le Qatar. Un gaz liquéfié est donc stockable et livrable, devenant une simple marchandise pouvant être sujet à la spéculation du capitalisme financier, porté aux États-Unis contre le gaz étatique et à long terme des gazéoducs russes. Un argent public justifié par la guerre pour les trafiquants d'armes qui se rajoutent aux 14 milliards annoncés par les États-Unis pour l'Ukraine qui finiront de remplir tous les carnets de commandes de son industrie. L'ensemble du réseau russe en Europe est brisé. Ces oligarques, contraints à abandonner leur business, libérant le terrain pour les États-Unis, RT qui subit la censure et, cerise sur le gâteau, la Corée du Sud annonce des sanctions contre la Russie alors qu'elle était sur le point de rejoindre sa sphère d'influence. Et pour finir, la Russie se lance dans une guerre risquée contre un État dopé au patriotisme et aux armes de l'OTAN pour alimenter la guérilla qui peut rendre interminable la guerre. La guerre est de retour et les États-Unis reprennent la couronne de leader des pays libres, comme si l'histoire n'avait jamais eu lieu. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. L'impérialisme états-unien dans ses œuvres, qui offre des carnets de commandes remplis pour son industrie de l'armement qui ne va pas subir la crise du Covid, qui permet de donner un débouché commercial au pétrole et au gaz de schiste, et qui permet de débarrasser le marché européen de la Russie grâce à 2770 sanctions internationales données contre la Russie, et ça en l'espace de quelques semaines. Des sanctions et des manœuvres impérialistes de la part des États-Unis qui vont renforcer, aux grandes surprises, l'impérialisme russe, lui donnant l'adversaire et l'opposant dont il avait besoin pour se renforcer et pour se légitimer. Prenons un exemple. Récemment, les États-Unis, à travers ces banques transnationales, ont interdit l'usage des cartes de paiement Mastercard et Visa en Russie. Et pour ceux qui ne savaient pas, ces deux entreprises représentent 90% du marché des cartes de paiement dans le monde, hors Chine. Voilà. Donc vous savez exactement ce qui va arriver à la France quand on aura mis des anti-impérialistes au pouvoir. Sauf que la Russie a développé son propre moyen de paiement nommé MIR, largement répandu. La restreinte états-unienne va juste accélérer sa mise en place et inciter la Russie à utiliser UnionPay, le système de paiement chinois. Donc ça veut dire que les sanctions ne font que renforcer les alternatives que la Russie avait mis en place, brisant du coup les liens de codépendance entre les pays et l'efficacité des sanctions. En fait, le raisonnement il est assez simple. C'est que la Russie savait très bien qu'en attaquant l'Ukraine, elle allait subir un embargo diplomatique et économique. Donc si elle l'a fait, c'est qu'elle avait les moyens de résister à ça. L'Occident vire la Russie de SWIFT, le réseau interbancaire états-unien? Très bien. Elle a créé en 2014, après les premières sanctions, le SPFS, une alternative asiatique, et elle a rejoint le CIPS, l'alternative chinois. Les États-Unis ont brisé le Nord Stream 2 et veulent imposer un embargo sur le gaz russe? Très bien, la Russie et la Chine ont co-construit un immense gazéoduc nommé Power of Siberia, accompagné de la plus grande usine de traitement du gaz de la planète, destinée à un marché chinois qui est bien plus stable et demandeur que l'Europe. Et là aussi, le raisonnement il est affreusement simple. Mais la Chine, l'Iran, la Russie, tous ses alliés, en fait, c'est une énorme puissance industrielle où il y a des milliards d'habitants, énormément de manœuvres et énormément de ressources premières. Ce qui fait qu'on a beau les isoler du marché européen, en fait, on ne les isole pas du monde parce qu'ils sont assez nombreux pour ça. Tout ce que la Russie perd à l'ouest, elle le récupérera à l'est. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé après les premières sanctions contre la Russie en 2014. Citons l'opinion.
En 8 ans, le commerce russo-chinois a augmenté de 50% et la Chine est devenue la première destination des exports russes. En 2021, les échanges bilatéraux ont augmenté de 35,9% pour atteindre un record de 146,9 milliards de dollars selon les données des douanes chinoises. Grâce au pétrole, au gaz, au charbon et aux produits agricoles, Moscou est un des rares pays à disposer d'un excédent commercial avec Pékin. D'autant que les deux pays sont quasiment autonomes d'un point de vue financier aussi. La Russie et la Chine utilisent majoritairement leur devise nationale et non le dollar pour leurs échanges. Le gouvernement russe a récemment imposé aux Européens d'acheter son gaz en roubles, faisant de fait un gros doigt historique au pétrodollar. Avec l'Iran, les échanges passent par le troc. Sans compter qu'avec la future soumission de l'Ukraine, la Russie aura la main sur 33% de la production mondiale du blé et d'autres énormes réserves de gaz. Le climat de guerre va renforcer le pouvoir autoritaire qui trouve la parfaite justification pour encore plus réprimer, dominer et renforcer son armée. Sans oublier que tous ces idiots d'occidentaux, ils ont foutu toutes leurs usines en Chine. Et du coup, la Chine, si vraiment c'est le bordel, ils peuvent réquisitionner ces trucs-là. Et là, ça foutra vraiment le seum aux petits capitalistes occidentaux. Surtout qu'il reste l'arme secrète ultime pour la Chine et la Russie, c'est de ne plus reconnaître le droit états-unien sur les brevets, la propriété intellectuelle et technique. Ce qui leur permettra de copier toutes les technologies médicales, militaires, industrielles pour prendre encore plus d'avance économiquement sur les États-Unis. Mais évidemment, ces sanctions ne sont pas sans effet pour la Russie, et c'est très important de le noter. Économiquement, les sanctions de 2014 avaient créé une chute historique du PIB. Les mobilisations anti-guerre à l'intérieur de la Russie affaiblissent l'image de Poutine qui se retrouve à justifier le conflit par un discours nationaliste qui n'est pas sans contradiction ni sans conséquences. Ce qui fait que dans le raisonnement, il y a deux solutions. Soit la Russie a sous-estimé l'importance des sanctions, ce qui fait qu'elle va être terriblement affaiblie, et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va signer un accord de soumission économique avec la Chine. Soit elle s'en sort, elle devient encore plus indépendante, encore plus revancharde, et elle signe des accords encore plus grands avec la Chine. Dans les deux cas, la conséquence de l'impérialisme états-unien est la création d'un bloc impérialiste russo-chinois puissant et indépendant. Sauf que cette crise économique va être mondiale et s'ajouter à celle du Covid et du reconfinement de la Chine qui vient d'être acté. Tout cela aggravant une inflation qui était déjà énorme en Europe et encore plus en Afrique du Nord, très dépendante du blé russe qui vont subir l'augmentation des prix, c'est-à-dire concrètement des famines. Une crise que nos gouvernements pitoyables ne sauront gérer, aggravant là encore la crise. Donc en réalité, on n'isole pas la Russie avec les sanctions. Ce qu'on fait, c'est qu'on la pousse à coopérer encore plus avec la Chine. Par contre, nous, on s'isole de la partie la plus productive et riche de la planète. On ne met pas la pression sur la Russie, on brise tous les liens de codépendance diplomatique et économique qu'on avait avec elle, nous empêchant d'avoir un quelconque poids dans les négociations à venir et du coup de contrôler son impérialisme à elle. Donc on ne crée pas la paix avec ces sanctions. Tout ce qu'on fait, c'est créer les conditions pour que la guerre éclate de nouveau. Et c'est ce même scénario qui est en train de se répéter en Chine. La Chine, elle aussi, est entrée dans une guerre économique avec les États-Unis qui enchaînaient les sanctions, mais la Chine répondait par d'autres sanctions. Et ce n'est pas là qu'une question de protectionnisme, comme le précise le Congrès états-unien. Contrer l'influence de la Chine est la priorité des États-Unis, ce qui nécessite l'intégration de multiples éléments, notamment diplomatiques, économiques, militaires et de renseignement. Et là, encore une fois, tout est transparent de la part de l'État états-unien. C'est pas juste des déclarations. Ce sont des stratégies qui sont publiquement et délibérément mises en place. La stratégie Air Sea Battle du Pentagone en vue d'une guerre avec la Chine repose sur le contrôle par les États-Unis des eaux adjacentes au continent chinois, en particulier de l'île d'Hainan qui est adjacente à la mer de Chine méridionale et abrite des bases de sous-marins clés. Air Sea Battle envisage un assaut massif aérien et des envois de missiles sur les bases et les infrastructures militaires chinoises à partir des bases, des navires de guerre et des sous-marins états-uniens. Ils sont en train, tranquillement, de planifier et de préparer la guerre. D'où la présence de 60% de la flotte états-unienne en mer de Chine, la création de l'AUKUS, le renforcement du Quad, la multiplication inédite des manœuvres militaires dans les mers chinoises par les États-Unis, l'Inde, mais aussi la France, les Philippines, la Corée du Sud. La Chine répondant à tout cela de manière très sobre. L'armée est prête à répondre à toute provocation. Et si la guerre impérialiste en Europe s'est cristallisée en Ukraine, la guerre impérialiste entre la Chine et les États-Unis peut se cristalliser à Taïwan. Au sommet des provocations, la Chine menace l'annexion à la moindre indépendance vis-à-vis d'elle. Et les États-Unis lui assurent un soutien militaire total, y compris en cas de conflit. D'autant plus si la Chine a la certitude qu'un jour les États-Unis vont véritablement investir avec leur armée Taïwan,
et ben en fait, ils vont annexer l'île rapidement pour éviter d'affronter directement l'armée états-unienne. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ont fait la Russie lorsqu'ils étaient persuadés que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN. Sans compter les tensions à Hong Kong, comme on l'a déjà dit, les nouvelles de Corée du Nord ou encore des îles Spratleys en mer de Chine qui ont déjà connu des violations territoriales et militaires. Bref, cette histoire, elle sent pas bon. Bon bah voilà, on est arrivé à notre point de départ, la guerre qui se prépare entre la Chine et les États-Unis. Mais entre-temps, on a quand même appris qu'on vit à un moment particulier de l'histoire où l'impérialisme déclinant celui des États-Unis provoque militairement l'impérialisme montant, celui russo-chinois. Un bloc qui affronte l'autre empire pour croître car son modèle économique, plutôt basé sur des grandes entreprises liées à l'État, est incompatible et donc en concurrence face aux États-Unis, plutôt basé sur la haute finance privée. Le bloc de circonstances certes, mais qui a les moyens de résister et de se renforcer par cette confrontation. Et c'est ça la grande différence. Car dans l'histoire, il y a déjà eu des guerres, des embargos, des sanctions économiques, tout ça. C'est juste que là, la différence, c'est que ça débouche pas sur une victoire états-unienne parce qu'en face, t'as un bloc qui est suffisamment autonome et puissant pour ne pas se laisser faire. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a une résistance à l'hégémonie états-unienne. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Un bloc qui n'est pas plus juste ou bon que les États-Unis, c'est juste que la Russie et la Chine étaient dans une position de domination économique, ce qui fait que la paix restait jusqu'à récemment le meilleur moyen de prendre puissance. D'où le fait que les États-Unis poussent à la guerre dans cette affaire. Le temps joue contre eux et le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était d'user du militaire pour redistribuer les cartes économiques et diplomatiques comme en Ukraine. C'est tentant de vouloir désigner des méchants contre des gentils, mais la guerre elle est là. Et la situation en Ukraine nous montre bien que l'impérialisme russo-chinois devient et redeviendra guerrier quand ce sera nécessaire, nous faisant ainsi tous entrer dans une dynamique de guerre. D'où le fait que l'Ukraine, en fait, c'est une guerre impérialiste. Ça l'est même 2 fois une guerre impérialiste. Déjà parce que cette guerre, elle rejoint l'impérialisme russe qui veut s'étendre et reformer un grand bloc euro-asiatique nationaliste, où tous les pays voisins seraient à la disposition de ces trusts internationaux. Des pays qui n'auront comme fonction que celui de servir les intérêts de l'État russe. Et la guerre est une seconde fois impérialiste quand les États-Unis viennent provoquer la baston pour y suivre ses intérêts tout pourris et bousculer les Ukrainiens dans une guerre annoncée qu'ils ne pouvaient gagner face à la seconde armée du monde, armée de bombes nucléaires pour se voir imposer le plus violent rapport de force face à une Russie qui décidera de tout pour elle sans qu'aucune négociation véritable ne puisse être menée. Des Ukrainiens coincés entre 2 impérialismes dans un pays déjà divisé, pauvre et largement corrompu. Et il est bien possible que la guerre pousse l'Ukraine à renforcer son autoritarisme, la poussant dans des logiques qui vont nourrir de futurs conflits. Une guerre alors qu'aujourd'hui l'économie mondiale est à son plus bas, au bord d'un autre effondrement que tous les acteurs économiques sentent bien. Alors chaque empire tente de faire diversion, veut profiter de la crise pour affaiblir l'autre, tout en sauvant la peau de ses industries impérialistes. Sauf qu'en faisant ça, ces empires précipitent le monde dans une crise économique et militaire qui ne cesse de s'aggraver. Surtout qu'une bonne guerre, ça permet de nous faire oublier l'essence à 2 €. En même temps, ça renfloue les entreprises de l'armement, tout en justifiant la présence de va-t-en-guerre impérialistes à la tête des pays. En réalité, les impérialismes, ils ne font pas que de s'affronter par leurs conflits. Ils se nourrissent les uns des autres et on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre finalement. D'où l'absurdité de la condamnation qui n'explique rien et qui ne permet pas de trouver des solutions. Bref, les causes qui ont rendu possible la guerre en Ukraine, elles se sont renforcées ces dernières semaines. La situation internationale, elle est telle aujourd'hui que rien ne nous protège d'une escalade violente entre les 2 blocs. En tout cas, c'est ce qui arrivera si on les laisse faire. Donc quand on dit mort à tous les impérialismes, on dit pas genre Miss France, on est contre la guerre. Non. Ce qu'on dit, c'est très précis. Quand on dit mort aux impérialismes, on dit mort à tous les mécanismes froids qui complotent, qui assassinent, qui massacrent, qui mentent, qui trahissent et qui permettent aux impérialismes d'exister, de se renforcer et d'imposer au monde ces guerres immondes et inutiles. Bref, l'important dans cette situation, c'est de ne surtout pas oublier que l'impérialisme est le produit des politiques corrompues menées par les pires intérêts capitalistes de nos oligarchies. Bah oui, ce sont les intérêts des industries de l'énergie, de l'armement et de la finance, tout ça. Et quand on parle de tout ça, souvent on dit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, mais en réalité, on parle pas des États-Unis, ni des Russes, ni des Chinois, ni des Français. On parle juste des oligarchies nationales qui essaient de s'étendre à l'international. Et ce sont bien ces oligarchies qui mènent à la pauvreté, aux conflits et aux guerres qui sont faits à notre nom. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est clairement une bonne... Enfin, c'est une bonne nouvelle dans le sens où si c'est l'oligarchie qui fait ça, ça veut dire qu'il y a un 3e acteur là-dedans. Cet acteur, c'est nous.
c'est le peuple. Le peuple qui a ses intérêts propres, qui a déjà fait plein de fois l'histoire et qui peut s'opposer aujourd'hui aux oligarchies. Sauf qu'historiquement, la réaction face à ces deux impérialismes qui menacent le monde est ce qu'on appelle le non-alignement. Cette volonté de ne surtout pas mettre un sou dans la machine et de se libérer du chantage d'un camp comme de l'autre. Un non-alignement qui a été porté par des mouvements réellement socialistes, des mouvements qui n'existent plus aujourd'hui. On est désorganisé, sans parti de masse, on ne sait pas quoi faire ni comment le faire au moment précis où tous les peuples devraient se liguer contre leur gouvernement pour imposer la paix. Cet espoir, en fait, c'est ce constat simple. Les guerres sont horribles. C'est évident pour ceux qui les subissent, mais avec Internet, ça le devient aussi pour tous les autres. Et quoi qu'il arrive, on partage l'impuissance, confiné chez soi, face à des médias de propagande et un Internet qui nous éduque autant qu'il nous pollue, sans jamais nous délivrer. On est atomisé, oui, mais on est aussi unis par les mêmes expériences et par la même volonté d'imposer la paix. Et si c'est plus les mouvements socialistes qui organisent la révolte, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de révolte. C'est juste qu'elle a changé de forme. Et oui, mesdames et messieurs, on va parler des Gilets jaunes. Nous entrons dans l'ère du peuple et c'est cette masse imprévisible en apparence désorganisée qui produit le rapport de force contre le pouvoir en inventant ses signes, sa culture, ses revendications, optant pour les modes d'action totalement différents et s'incarnant en mouvement de masse, mais aussi en mouvement d'éducation populaire sur Internet et parfois, espérons-le, en mouvement électoral quand la situation l'exige. On parle des Gilets jaunes, oui, mais on parle aussi des mouvements aux États-Unis, au Canada, en Russie, qui se mobilisent beaucoup en ce moment. Au Chili, en Colombie, à Hong Kong, en Irak, en Biélorussie, en Somalie, au Kazakhstan. Des révoltes aux revendications différentes, aux contextes différents, mais qui portent la même signature. Ceux de groupes spontanés, sans organisation politique, qui portent un drapeau national comme signe d'unité, d'apaisement et de justice. On a changé politiquement, on sera jamais, tu sais, les vieux socialistes de la belle époque, là, et c'est pas grave, c'est même tant mieux, parce que ça nous permet de tenter autre chose, de nous organiser différemment, et surtout que nous avons toujours ce qu'on appelle une nécessité révolutionnaire, c'est-à-dire que il faut se bouger le cul, quoi, par rapport à l'écologie, par rapport au crime impérialiste, par rapport aux injustices, etc., etc. Bref, notre culture politique a changé, mais pas notre nécessité d'agir. Nous sommes contraints de penser cette émancipation à l'échelle internationale. Oui, car un mouvement anti-impérialiste qui réussit en Russie, mais pas en Europe, résultera une soumission de la Russie face à l'Empire états-unien, qui profitera de sa faiblesse militaire. Pas d'émancipation russe sans émancipation européenne. Et les Russes s'organisent comme le montrent leurs manifestations et leurs pétitions. La guerre est un déclencheur puissant de mouvement social et ça peut faire changer les lignes. Alors évidemment, tout ne va pas arriver en même temps, révolution spontanée, machin, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas s'organiser partout où c'est possible et produire des changements le plus rapidement possible, pour ne pas laisser le monde sans troisième voie pacifique. Alors répétons-le, nous ne vivons pas un choc de civilisation, mais bien un choc d'oligarchie qui tente de s'accaparer des parts de marché, et qui sont devenues suffisamment fortes pour ne pas céder et aller jusqu'à la guerre militaire. Notre ennemi commun, ce sont nos oligarchies. Alors notre responsabilité, c'est donc de comprendre comment ces guerres arrivent et de nourrir partout autour de nous cette analyse anti-impérialiste qui ne se contentera jamais, mais jamais de vaines condamnations morales qui appuient la propagande de guerre. Non, il nous faut imposer partout autour de nous le changement politique qui va permettre à notre pays d'œuvrer pour la paix et de changer l'histoire que des fous veulent écrire pour nous. Une histoire qui se doit d'être vraiment la nôtre. Alors si on doit conclure cet exposé, faisons-le sans chichi. Nous n'apprenons pas les causes d'une guerre pour le plaisir intellectuel, pour le plaisir de l'opinion. On apprend les causes des guerres parce que nous sommes les seuls à pouvoir empêcher que ces guerres arrivent au final. Et vu qu'il faut le faire, il faut savoir pourquoi et où attaquer. Et donc pour ça, déjà commençons à partager ceux qui arrivent à diffuser les réalités sur les guerres, la vérité sur ces guerres-là, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, comme le voulait Julian Assange. Et puis à un moment donné, il va falloir se rencontrer et puis s'organiser pour briser une bonne fois pour toutes ces logiques de guerre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, force aux gens, mais surtout mort à tous les impérialismes. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le valoriser en le partageant, en commentant ou en mettant un pouce, par exemple. C'est ma chemise, ça ? Non, c'est la mienne en fait. Évidemment, c'était un travail collectif qui a demandé beaucoup de temps et du coup, on remercie, on félicite Debbie pour son travail de fiche, qui a fait tout le travail de recherche. Et on remercie aussi tous nos relecteurs, que ce soit Agator, Kuro, Victor Dedache, qui a évidemment relu ce script, mais aussi Emric et Buntar. Et puis, globalement, tous ceux qui soutiennent le canard depuis le début, qui nous permettent d'exister et qui nous permettent d'avoir des lumières et d'imprimer des photos de Poutine en format A3 sur un ours. Et ça, merci quand même. Évidemment, pour cette vidéo, on a lu des dizaines d'articles et principalement du monde diplomatique, d'où les diplômes, la référence est subtile, mais aussi, je vous le conseille, une revue qui s'appelle Revue Position, et en fait, ils ont fait l'article le plus convaincant sur l'Ukraine. On vous met ça en description, c'est un petit délice, vous allez voir. Et du coup, à des prochaines vidéos, il y en a souvent sur la chaîne du canard, on n'hésite pas, et puis on s'organise, on fait des trucs, et on se laisse pas faire.
Des bisous. Salut!